Et j'aimerais remercier tout particulièrement Simon, du coup, le président de Pégase, qui a grandement participé au lancement du projet, ainsi qu'à Basile, Pierre-Jules, Léo et Jean, qui ont participé à l'ensemble des reconnaissances des individus, au traitement des données et aux tests statistiques qu'on suivi. Alors, une petite présentation rapide du coup de la salamandre tachetée, Salamandra salamandra, donc l'animal sur lequel a porté le projet. Donc, c'est un urodèle terrestre, c'est-à-dire qu'il va garder sa queue à l'âge adulte, comme les tritons par exemple. C'est également un animal qui est ovovivipare, c'est-à-dire que les œufs vont éclore dans le ventre de la femelle et que la femelle va aller déposer les larves dans les cours d'eau ou les points d'eau stagnants. Elle est majoritairement nocturne, on va la retrouver lors des soirées pluvieuses, lorsque la température est au moins supérieure à 10 degrés, et lorsqu'il y a peu de vent, mais on peut également la retrouver en plein été après des grosses averses orageuses. C'est un animal qui a besoin de beaucoup d'humidité pour survivre. Donc, comme beaucoup d'amphibiens et de reptiles en France, comme l'a dit Martin Bonhomme juste avant, il y a énormément d'enjeux de conservation qui tournent autour. C'est une espèce qui est intégralement protégée sur le territoire français. C'est également une espèce déterminante des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, donc les zones ZNIEF, et elle est fortement dépendante des cours d'eau et des mares non pollués pour sa reproduction. Depuis plusieurs années, on note l'arrivée d'un champignon pathogène, Batrachochytrium salamandrivorans. C'est un champignon qui serait d'origine asiatique. Et donc, c'est un champignon qui va se développer sur la peau des individus, comme on le voit sur cette pauvre bête ici, et qui va en fait dévorer la peau de l'individu, qui va dévorer les salamandres vivantes. Et pour l'instant, ce champignon sévit principalement en Belgique, à Allemagne et aux Pays-Bas, où il décime les populations, tout simplement. Vous avez ici une figure tirée d'un article de Stegen et Hall en 2017 qui montre que lors de l'arrivée d'un champignon dans la population de salamandres, on peut observer une diminution du nombre d'individus de plus de 90% en moins de 6 mois. C'est extrêmement rapide et pour l'instant, on n'a aucun moyen de lutter contre ce champignon. Les salamandres se font juste bouffer vivantes. Et donc, une réelle nécessité d'augmenter la pression d'observation pour prévenir au plus tôt en cas d'infection d'une population par ce champignon et essayer d'agir par tous les moyens possibles. Donc, je vais essayer de vous expliquer de manière extrêmement simplifiée comment fonctionne un protocole de capture, marquage, recapture, donc CMR. Le but de ce genre de protocole, c'est assez simple en fait, c'est d'essayer d'estimer, c'est de donner une estimation de la taille d'une population d'une certaine espèce sur une zone donnée. Donc, comment on va faire? On va essayer d'échantiller une surface suffisante de notre zone étudiée pour essayer de croiser un maximum d'individus. Ça nécessite au minimum 2 sorties espacées dans le temps. Et chaque individu qui va être rencontré sur cette zone va être ce qu'on appelle marqué. Donc, il y a plusieurs techniques pour ça. Ça peut être, par exemple, pour les oiseaux, de la pose de bagues. Ça peut être pour d'autres animaux, des colliers GPS, des puces, des marques, tout simplement, en faisant des entailles sur les cornes, les carapaces. Et pour des animaux comme la salamandre, le sonneur à ventre jaune et les vipères péliades et aspics d'ailleurs, elles vont avoir un pattern de taches sur le corps qui va être propre à chaque individu. Ça va fonctionner comme une sorte d'empreinte digitale. Donc juste avec une photo en fait, d'un individu, on sera capable de le reconnaître. Donc le calcul de la CMR, en fait, ça part d'un principe très simple. On part du principe que le ratio de grand N, qui correspond à la taille estimée du coup de notre population, sur petit n, le nombre de captures lors de la deuxième session, c'est égal au ratio du nombre de captures lors de la deuxième session sur le nombre d'individus qui ont été capturés à la première session et recapturés à la deuxième session. Ce qui, par un simple produit en croix, du coup, nous donne que la taille de la population, c'est égal au nombre de captures lors de la deuxième session fois le nombre de captures lors de la première session sur le nombre d'individus marqués recapturés. Pour faire plus simple, du coup, je vous ai fait un petit exemple, parce que les cours de maths, ça va 5 minutes. Du coup, on imagine une première sortie. On va capturer 7 individus, donc petit r, qu'on va nommer du coup de 1 à 7. Peu de temps après, au même endroit, on va refaire une deuxième sortie, où là, on va capturer 6 individus, donc petit n. Et lors de l'identification de ces individus, on se rend compte que numéro 2 et numéro 7 ont été recapturés, donc ça va donner notre petit m. Et donc, par calcul, on peut estimer la taille de cette population à environ 21 individus. Le but du projet, en fait, il y avait deux axes principaux. Les objectifs principaux, c'était donc d'estimer la taille de la population de salamandres à Saint-Nicolas
pour permettre un suivi sur le long terme de cette population et d'en estimer l'état de santé, savoir si les objectifs sont stables, en augmentation ou sont en chute, et du coup voir s'il faudrait essayer de trouver des adaptations pour stabiliser ça. Et du coup, ça pourrait également servir à prévenir en cas de détection du champignon. Les objectifs secondaires, c'était de savoir s'il existait des échanges d'individus entre le nord et le sud de l'étang, parce que les salamandres sont des très mauvaises nageuses. Et donc on se demandait si elles pouvaient, d'une année à l'autre, utiliser les ponts qui sont présents autour de l'étang pour traverser. Et donc un autre des objectifs, c'était d'évaluer la distance de déplacement des individus entre chaque session, savoir quelle distance, où elles passent autour de l'étang, la distance et autres. Donc le projet, du coup, était piloté par Pégase, du coup, qui vous présente les GMZH. Concernant le protocole, on a un protocole déjà existant qui utilise la technique de CMR. C'est un protocole qui a été très simple à mettre en place. Il ne nécessitait aucune manipulation. Pour les photos, il nécessitait juste un appareil photo ou un smartphone pour du coup prendre l'ensemble des photos. Ça nécessitait également un smartphone avec soit Naturalist, soit QField. Donc Naturalist, pour résumer globalement, c'est une application qui va vous permettre de géolocaliser les espèces que vous croisez. Et QField, c'est une application qui va vous permettre de visualiser sur un téléphone des cartes que vous avez fait vous-même. Donc là, dans notre cas, nous, c'était pour visualiser les chemins qu'on allait prospecter. Et donc, ça nécessitait également un compteur pour pouvoir compter le nombre de salamandres présents sur notre transect. Donc pour le protocole, on avait défini 6 transects que je vous présenterai un peu plus tard. Le protocole se divise en 2 parties. Une première partie de terrain. Donc il y avait un responsable par groupe qui du coup connaissait bien le transect et qui pouvait guider entre guillemets les 2 autres et qui s'assurait que tout était respecté, donc pas de manipulation, que les données étaient bien rentrées, que les photos étaient bien prises. Les groupes étaient du coup composés de 3 personnes, avec le responsable du coup, une personne chargée de remplir Naturalist, une personne chargée de prendre les photos et une personne chargée du compteur. L'ensemble des photos ont été prises sans flash pour éviter d'aveugler les individus. Comme je l'ai déjà répété environ 5000 fois, aucune manipulation n'a eu lieu pendant le protocole, pour des raisons légales. C'est une espèce protégée, donc il faut des autorisations pour les manipuler. Pour des raisons d'hygiène, c'est une des raisons qui aide en fait la manipulation, c'est quelque chose qui va permettre à certains pathogènes de se développer dans les populations d'amphibiens. C'est-à-dire qu'on attrape une grenouille A, on la relâche, on rattrape une grenouille B. Si la première était malade, et ben la deuxième va l'être aussi. Et du coup, il y a aussi une question d'éthique, c'est qu'un individu manipulé va être stressé. Et nous, le but c'était d'avoir un impact le plus faible possible sur notre population d'amphibiens. L'ensemble des prospections ont eu lieu également uniquement sur les chemins officiels autour de l'étang. Ça a été vu en accord avec du coup la direction Parc et Jardin, avec en fait Angers-Loire Métropole, quand on a mis en place les protocoles. La deuxième partie, c'était la partie traitement des données. Donc d'abord, il y avait une partie où il fallait récupérer toutes les données GPS qui ont été synchronisées depuis Naturalist et qu'on pouvait retrouver sur Faune Anjou. L'ensemble des photos ont été stockées sur un drive pour que plusieurs personnes y aient accès en même temps. Et enfin, le traitement des données était réalisé par 5 personnes, donc Pierre, Jules, Basile, Léo, Jean et moi-même. Donc ça allait de l'identification des individus, au classement des photos, l'ajout de la localisation, les traitements statistiques et autres. Donc voilà la zone qu'on a étudiée. Donc vous avez ici les 6 transects avec chaque longueur de transect attribuée. Donc pour vous repositionner, ici on a la fac, ici on a la queue de l'étang et vous, du coup, vous êtes un peu en bas à droite de l'écran. Donc l'ensemble des transects, ça représente environ 7100 mètres de chemin parcouru. Alors du coup, pour différencier les individus, donc normalement, il y a énormément de logiciels de reconnaissance d'images basés sur l'intelligence artificielle. Il en existe pour les salamandres, honnêtement, une bonne dizaine. Vous avez entre autres MonderMatcher, i3S, Enfident, WildID, et là tout de suite, j'ai pas les autres. Sauf que nous, on ne pouvait pas utiliser ce type de logiciel pour tout un tas de raisons. Mais en gros, les principales raisons, c'était la première qu'en fait, ce genre de logiciel nécessite une standardisation des photos. C'est-à-dire que toutes les photos doivent être prises avec plus ou moins le même matériel, plus ou moins le même éclairage, avec le même fond, avec les individus dans la même position.
Et nous, c'était pas possible de fournir à 6 groupes, 6 appareils photo ou 6 smartphones, 6 frontales, et du coup de manipuler les individus pour qu'ils soient tous sur une feuille blanche, par exemple. Donc du coup, ça c'était le premier frein qu'on a rencontré. Et le deuxième, c'était qu'un logiciel d'intelligence artificielle, pour qu'il reconnaisse de manière sûre et efficace un individu, il lui faut, on va dire de manière arbitraire, environ 5 photos par individu. Sauf que nous, on ne pouvait pas prendre 5 photos par individu par sortie. Ça représentait un nombre beaucoup trop important de photos. Donc du coup, on a décidé de créer une autre d'outils, donc en se basant sur Excel et sur des algorithmes. Alors, comment il fonctionne? C'est assez simple. On a 8 cases à remplir qui vont nous renvoyer environ 2145 patterns possibles différents. Donc, il y a 3 cellules qui vont correspondre aux patterns sur le nez des salamandres, 3 cases qui vont correspondre aux patterns du cou des salamandres, une case où on va compter le nombre de tâches présentes sur une zone donnée de la salamandre, ça on le verra également un peu plus tard, et enfin une cellule où il faut remplir quel type de tâches on retrouve au début de la queue sur le cloaque. On peut également rajouter la localisation de l'individu qu'on essaie d'identifier. Et donc une fois que toutes ces cases sont remplies, le logiciel va nous renvoyer donc dans un premier encadré l'ensemble des individus avec exactement le même pattern. Donc les mêmes individus avec le même pattern et une tâche en plus, et les mêmes individus avec le même pattern et une tâche en moins. Et l'ensemble des individus va être classé par distance d'observation. On voit par exemple qu'ici, l'individu numéro 30, la dernière fois, était vu à 12 mètres de l'individu qu'on essaie d'identifier. L'individu 3 à 20 mètres, etc., etc. On a ici 884 à 100 mètres, etc. Ce classement par distance, en fait, nous aide à identifier de manière plus rapide les individus qui pourraient matcher. Comme ça, on sait que, par exemple, il y a très peu de chances que l'individu 1035 corresponde à l'individu qu'on a observé là. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça nécessite absolument aucune manipulation. Elle est extrêmement simple à prendre en main. On l'a fait tester par des gens qui n'avaient jamais eu vent du projet, qui n'avaient jamais touché au tableur de leur vie, et ils ont été capables assez rapidement, sans aide et donc tout seuls, d'utiliser plus que convenablement le logiciel. Ça nécessite une standardisation extrêmement minimale des photos. En fait, il faut des photos comme vous voyez ici, donc avec une vue dorsale de l'individu, avec le nez, le cou, le dos et le début de la queue dégagés. Et juste à partir de cette photo, on sera capable de vous dire si c'est une méthode qui est utilisable par absolument tout le monde, tant que vous avez un appareil photo ou un smartphone, un PC avec Excel et un peu de temps à perdre. Donc il n'y a aucune contrainte de moyens, de matériel ou d'autorisation. Ce qui fait qu'on peut imaginer que n'importe quel particulier, n'importe quelle association, n'importe quel équipe peut d'un coup se lancer dans une étude de population de salamandres sans trop de prérequis. L'intérêt de ce projet, du coup, il est multiple. Donc les données qu'on a eues du coup cette année sont utilisables pour la mise en place des plans de gestion du site. Ça nous a permis, lors des sorties, d'organiser des sorties découvertes. En fait, lors de chaque sortie protocolée, il y avait des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'écologie, qui n'avaient jamais vu de salamandre de leur vie, et qui ont pu participer activement au déroulement du projet. Donc, ça nous a permis de beaucoup communiquer autour de ce projet. Et on peut imaginer dans le futur des possibilités de sciences participatives avec des gens qui, en se baladant autour de Saint-Nicolas, rencontrent une salamandre, prennent une photo du dos de cette salamandre, nous l'envoient, et nous, on serait capable de renvoyer, si l'individu est connu, un historique de la bestiole, avec les endroits où elle a été vue, la date, si on sait si c'est un mâle, si c'est une femelle, ou autre. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats qui sont sortis de cette première session de CMR. Donc vous avez ici la carte avec la géolocalisation de l'ensemble des individus qui ont été capturés lors de la première sortie, donc du 19 octobre, où on a fait péter les scores en fait, avec 640 individus observés lors de la première soirée. Donc en face de chaque transect, vous avez le nombre d'individus qui est observé. Ça, c'est la sortie, du coup, pareil, géolocalisation de l'ensemble des individus de la deuxième sortie, qui a eu lieu le 2 octobre, où on a contacté 282 individus, donc moins de la moitié de la première fois. Et enfin, troisième sortie du 21 novembre avec 187 individus observés. Donc en fait, cette chute d'effectifs
au fur et à mesure des sessions, elle s'explique juste par les températures qui sont devenues de plus en plus fraîches avec l'arrivée de l'hiver. Donc les résultats de calcul de CMR, donc ils ont été calculés avec le package AirCapture sous RStudio. Et donc ça nous a permis sur cette première année d'identifier 967 individus différents, ce qui est énorme, et donc d'avoir une taille de population estimée d'environ 2775 individus. Ce qui nous paraît complètement cohérent compte tenu du nombre d'individus qu'on est amené à croiser quand on se balade là la nuit, que ce soit en protocole ou hors protocole, parce que du coup, par exemple, la soirée où on a croisé 640 individus, des fois, le temps de se rendre sur les transects, on croisait déjà une cinquantaine d'animaux qui ne sont pas du coup comptabilisés dans le protocole. Donc, on peut dire que lors de la soirée des 640, si ça se trouve, on en a croisé en fait plutôt 700, 750. On a également du coup regardé les distances de recapture. Donc, vous avez ici un zoom sur notre zone. Et donc, chaque trait que vous voyez représente un individu qui est caractérisé soit par une couleur et un numéro. Donc, l'individu 417, 422, 10, etc. Et on a pu enregistrer sur cette première année une distance de recapture minimale de 0 m, une distance max de capture de 86 mètres, donc c'est l'individu 422, une distance moyenne de recapture d'environ 19 mètres, une distance médiane de capture de 15,82 m. On a essayé de regarder s'il existait du coup une distance de recapture différente entre mâles et femelles, et il s'avérait qu'il n'y a rien du tout qui est ressorti. On pense surtout que ces histoires de calcul de distance de recapture seront plus intéressantes d'année en année. Cela, vous avez les trajets des individus pendant la saison de reproduction, entre guillemets. Et l'année prochaine, ce sera intéressant de voir s'ils restent cantonnés au même endroit ou s'il y a des déplacements. Et du coup, on s'est également demandé s'il existait une différence du nombre de tâches entre nos individus mâles et nos individus femelles. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on rentre dans le Excel pour différencier nos individus le nombre de tâches présentes sur le corps. Donc, comme on fait, on a une zone qui est délimitée, donc ça va de l'arrière des pattes avant à l'arrière des pattes arrière, et on va compter l'ensemble des tâches qui sont présentes sur l'ensemble des deux bandes longitudinales dorsales. Donc, pour l'individu de gauche, ici, on compte 3 tâches, et l'individu de droite, on compte 6 tâches. L'autre étape, c'est de sexer les individus. Donc, à cette période, les femelles sont gravides, c'est-à-dire qu'elles sont enceintes, et du coup, elles vont avoir un gros ventre, comme sur l'individu de droite. Et les mâles, en cette période de l'année, sont encore en période de reproduction, donc ils ont le cloaque gonflé, ça fait, comme vous voyez ici sur l'individu de gauche, une grosse boule au début de la queue. Donc ça nous a permis d'identifier 390 mâles et 164 femelles, qui nous a permis d'obtenir ce graphique, le nombre d'individus en fonction du nombre de tâches, donc avec plus de mâles que de femelles. On voit que la majorité des individus ont environ 5 tâches pour les deux sexes. Mais lorsqu'on calculait les moyennes, on se rendait compte que les mâles avaient un tout petit peu moins de tâches que les femelles. Et donc, après avoir fait des tests, donc on a fait un modèle linéaire généralisé et on s'est rendu compte qu'il y avait une différence significative du nombre de tâches entre mâles et femelles. Donc, les mâles ont moins de tâches que les femelles. On voit qu'ici, en moyenne, les mâles ont 4,96 tâches et les femelles 5,52. Donc là, comme ça, c'est une moyenne, donc c'est pas extrêmement parlant. Mais donc, ouais, sur notre zone d'étude, les mâles ont significativement moins de tâches que les femelles. Donc, quand on regarde la biblio, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la couleur jaune, chez la salamandre, ce n'est pas qu'un caractère aposématique. Donc, un caractère aposématique, c'est quoi? C'est un caractère qui va permettre à un individu de prévenir les prédateurs qui sont toxiques, qu'il ne faut pas les manger. Donc, ça va en général se traduire par des couleurs extrêmement vives, comme on peut retrouver chez les dendrobates. Donc, c'est des petites grenouilles d'Amérique du Sud qui présentent des couleurs extrêmement flash. Ça se retrouve également chez beaucoup de chenilles qui ont des couleurs très flashy, ou par exemple chez la salamandre avec ses taches jaunes. Et du coup, chez la salamandre, on sait que le jaune, c'est également un caractère de sélection sexuelle. Il y a un papier qui est sorti en 2015 qui montre que les mâles sont significativement plus jaunes que les femelles. C'est-à-dire que les taches sont plus grosses, ils vont être proportionnellement sur le corps plus jaunes. Et donc nous, dans notre population, ça pourrait se traduire par un nombre inférieur de tâches. Un nombre inférieur de tâches, ça ne veut pas dire que les tâches font la même taille et qu'il y en a moins, c'est juste que les individus vont présenter moins de division entre les tâches, et du coup moins de division, ça implique plus de jaune. Donc c'est ce qu'on a pu observer chez nos animaux.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation.